Bonjour à tous. Bon, mais je propose dans le sillon des activités culturelles et scientifiques qui sont programmées par le département des études lusophones. Nous avons eu donc ce matin, cette matinée, une rencontre avec l'écrivain et documentariste José Vieira, qui était d'ailleurs très enrichissante autour de l'immigration portugaise en France. Et puis là, donc, passons donc cet après-midi à une autre thématique, avec la venue de notre conférencier, collègue angolais, venu de plus précisément de Cabinda, donc au nord d'Angola, Joaquim Pacamassang, fraîchement arrivé de Luanda, arrivé hier, et heureusement tout s'est bien passé, parce que ce n'était pas gagné d'avance, n'est-ce pas? Et donc j'aimerais donc tout d'abord saluer donc les personnes ici présentes, les étudiants présents, étudiantes aussi, du groupe toutes les deux filières de portugais, la LOA et la TRIPO, donc notre LLCE, portugais trilingue. Prenez place s'il vous plaît. Donc ils arrivent. Et puis nos collègues aussi, les collègues du département, les collègues enseignantes du département d'études lusophones, qui ont aidé justement à mobiliser les étudiants pour cette conférence. Donc, je tiens à remercier vraiment tous nos partenaires, les personnes, les partenaires et les instituts qui sont à l'origine de la tenue de cette manifestation, notamment le GILUFI, qui est la composante lusophone d'Amilibert, mon unité de recherche, le groupe Les Afriques, auquel je suis également rattachée, coordonné par nos collègue Sylvain Racco, qui malheureusement n'a pas pu être présent cet après-midi. Prenez place. Également, je dirais ici, la MSH qui accueille cet événement dans ses locaux et qui propose également un enregistrement qui ensuite sera diffusé sur le site, sur la chaîne interne. Et puis, je ne pouvais pas oublier non plus l'UFR Langue et Civilisation, qui contribue dans le cadre de l'appel à projet, qui a lieu tous les ans et qui a pu être également mise à notre disposition pour enrichir les fonds du déplacement de notre conférencier. Voilà, donc pour ce qui est des partenaires. Donc il est vrai que des rencontres comme celle d'aujourd'hui, pour qu'elles puissent vraiment se concrétiser, il faut beaucoup de facteurs convergents. Il faut déjà d'une part la motivation, l'énergie, je dirais l'énergie ici, ce qui soit intellectuelle ou humaine, de la part de chercheurs qui se déplacent et de celui également qui organise ou ceux qui organisent l'événement. Il faut également, en plus de cette énergie qui part de chercheurs, il faut des fonds, c'est-à-dire, comme vous voyez ici, j'ai cité les partenaires. Donc il faut qu'il y ait également des institutions et des partenaires qui puissent assurer le déplacement du conférencier. Il faut également un agenda, c'est-à-dire un calendrier commun entre les chercheurs. Et il faut également un public attentif, un public qui soit intéressé par la thématique, le jour J. Et donc tous ces facteurs sont convergents aujourd'hui, j'en suis ravie. Donc, pour préciser, donc, tout le monde ne connaît pas ici, vous allez avoir des cours de culture lusophone et spécifiques sur les PALOPS, donc les pays africains de langue officielle portugaise. Pour ceux qui sont de la première année, vous n'avez pas encore eu ces cours, vous l'aurez au second semestre. Mais voilà, on va parler justement d'un endroit précis, d'un territoire précis qui est l'Angola. Alors, Monsieur Pacamassang, il vient en fait d'une province qui se trouve au nord de l'Angola, qui s'appelle Cabinda.
Or, ce territoire, donc cette province, c'est une province qui a une position géographique assez spécifique parce qu'elle est détachée du territoire angolais. Et elle est en fait une enclave entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Et cela, le fait qu'elle soit une enclave, a fait beaucoup de répercussions dans l'histoire même de l'Angola. On va voir que, et je pense que c'est certainement M. Pacamaçanga qui va nous donner beaucoup d'éléments par rapport à cette position géostratégique de Cabinda. Voilà, j'en parle juste pour vous dire que c'est un territoire qui est rattaché à l'Angola et qui fait partie intégrante de cet État-nation aujourd'hui. Et donc Savenue, parlons un petit peu de Savenue. Donc Savenue, elle s'insère dans le prolongement en fait d'un projet que nous avons en commun, dont il est l'une des forces vives, qui est le projet Épistémologie africaine et afro-diasporique, stratégie d'affranchissement intellectuel dans les aires géoculturelles francophones et lusophones. Oh, le titre est long. Mais bon, le titre est long, mais pour vous résumer en fait ce projet, c'est un projet qui est à la fois interdisciplinaire, parce qu'on va conjuguer ici, essayer de faire croiser deux univers linguistiques et culturels, et qui se disent en langue française et en langue portugaise. Et également, c'est un projet qui est pluridisciplinaire, puisque nous travaillons nous essayons de faire en sorte que des chercheurs d'autres horizons, c'est-à-dire les anthropologues, les littéraires, les sociologues, les philosophes, voilà, et d'autres aussi disciplines qui ne me viennent pas maintenant à l'esprit, soient réunis autour en fait des journées d'études. Donc, M. Pacamaçanga fait partie de ce projet à travers donc, son institution, qui est l'INSED de Cabinda. Ça veut dire l'INSED, ça veut dire, l'acronyme veut dire Institut supérieur des sciences de l'éducation de Cabinda. Donc lui fait partie avec d'autres membres aussi, issus de l'université Omar Bongo, de l'UNILAB au Brésil, qui est l'université en fait de l'intégration internationale de la lusophonie afro-brésilienne. Et nous avons également une collègue membre à l'université de Guyane. Et donc l'idée de ce projet, c'est de faire croiser justement, c'est de penser autour de ces espaces de l'océan Atlantique. Donc ce sont des études portées axées en fait sur les Suds. Et l'idée est de faire circuler là, de constituer en fait un réseau épistémologique axé notamment sur les Suds, de façon à faire circuler plus facilement le savoir. Pour faire circuler ce savoir-là, on va utiliser des méthodes dont nous disposons aujourd'hui. C'est-à-dire, un projet il a été structuré sous la forme de journées d'études, polycentrées, hybrides. C'est-à-dire que, a commencé ici avec une journée inaugurale, le 12 et le 13 mars, à Bordeaux. Et ensuite, on a parcouru ce chemin en passant par Omar Bongo au mois de juin, ensuite à l'UNILAB au mois de septembre avec la co-organisation de l'INSED de Cabinda. Et on finira cette édition 2024 la semaine prochaine en Guyane, à l'Université de Guyane, donc le 27 novembre. Voilà pour ce qui est de ce projet. En fait, par rapport au projet, ce que je voulais vous dire, c'est je voulais un peu parler de l'insertion de M. Pacamaçanga, qui est notre conférencier aujourd'hui, dans ce projet. Alors, il a proposé lors de cette journée du 5 septembre, où il a pu réunir un ensemble de chercheurs de l'INSED Cabinda, de réfléchir sur les savoirs endogènes. Alors, qu'est-ce que c'est que sont les savoirs endogènes? Les savoirs endogènes à l'Afrique, c'est-à-dire toutes sortes de productions qui viennent vraiment de l'Afrique et qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas contaminée par les modèles occidentaux. Vous voyez, si tu pourrais résumer, ce serait ça l'idée de savoir endogène. Donc, comme il fait beaucoup l'historien, donc il fait son projet, les projets normalement sont axés aussi sur le travail de terrain, qu'il fait.
Et cette journée-là était une journée importante parce qu'on a commencé à réfléchir sur les différentes façons d'autonomiser, de rendre indépendant et de penser à un imaginaire qui ne soit pas complètement colonisé. Donc l'idée c'était de décoloniser les imaginaires. Hein. Et la thématique était en fait les perspectives post- et décoloniales dans le cadre de l'enseignement. Donc comment en fait conjuguer ces savoirs endogènes, comment faire en sorte que l'enseignant de demain puisse se rendre compte déjà que sa pensée elle est colonisée, et comment faire en sorte d'utiliser justement le patrimoine dont il dispose, dont le pays dispose, pour d'une certaine façon chercher en fait cette autonomie. Voilà, donc c'était une journée très enrichissante, tout en distanciel. Nous avons pu suivre depuis l'Unilab. Et maintenant, parlons un petit peu plus directement du profil de M. Pakamasang. Donc, il est historien. Il fait partie de l'historien donc au département des études liées en fait à l'enseignement et aussi à la recherche en histoire à l'INSEAD de Cabine. Il est également juriste et avocat au cabinet même. Et il occupe actuellement aussi la place de vice-président des affaires scientifiques et post-universitaires. Donc il a pas mal de charges en plus de cette fonction aussi, de son rôle en fait de chercheur. Comme certains ici, beaucoup parmi nous. Voilà. Donc c'est vraiment un plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Hein. Et je vais proposer maintenant de passer, on va essayer on a imaginé en fait un format qui puisse être profitable à tout le monde. Donc je ferai donc la traduction une traduction consécutive ou simultanée. Et donc M. Pakamasang va essayer de parler de façon à faire posément, mais en faisant quand même, en construisant des phrases, on va essayer d'avancer de phrase à phrase. Voilà. Donc je lui donne la parole maintenant. Et je vais essayer également de faire la traduction par rapport à ce que je vais dire como introdução. Então, professor Pakamasang, eu fiz aqui uma pequena introdução sobre o contexto da sua vinda aqui, na Universidade de Bordeaux-Montaigne. Falei um pouco sobre a sua instituição, o INSEAD de Cabinda. E falei do propósito também da sua vinda, que tem a ver com o projeto, né? Com o nosso projeto Epistemologias Africanas e Afrodiaspóricas. Eu gostaria então que pudesse começar, talvez fazendo não uma apresentação, porque aqui eu já fiz a apresentação, mas falando um pouquinho mais sobre a importância de Cabinda, né? Essa importância geoestratégica, ou econômica, cultural de Cabinda para Angola. Tá bem? Donc en français, j'ai dit que, je viens de dire en fait, de expliquer en fait ce contexte, la mise en contexte de sa venue ici. J'ai expliqué également que dans le cadre du projet, quel était en fait son rôle dans le cadre de ce projet Épistémologies africaines et afrodiasporiques. Et je lui demande plus précisément qu'il commence cette présentation par une petite explication de ce qui représente Cabinda. Donc, parce qu'il est originaire de cette province, ce qui représente Cabinda pour l'Angola. Obrigado, professora Sara. Bonjour, ou boa tarde a todos. Primeiro, vou começar por agradecer à professora Sara por esse convite, pelo todo o esforço para cá eu estar. Já poderia estar cá em março deste ano. Não deu por algumas questões burocráticas e mesmo assim a gente não desistiu. E continuamos a trabalhar juntos nesse projeto, como ela já fez bem referência, para estarmos aqui construindo esta academia e esta simbiose. Também agradecer ao grupo Gerlof, Gerlofi, como se diz em francês, e à Universidade de Bordeaux por permitir com que
corpos estranhos à universidade possam cá estar também para falar alguma coisa que vêm fazendo. Bom, eu parto. Donc il remercie en fait de cet accueil et également explique que finalement quelque chose que je n'avais pas dit, il explique que le contexte de sa venue, il aurait dû venir avant, déjà au mois de mars, pour être en présentiel pour notre journée d'études, mais cela n'a pas pu être possible pour des questions logistiques, liées à sa logistique. Il remercie Logi Luffy et toute la communauté académique également, expliquant en disant que c'est agréable que nous puissions en fait accueillir des corps étrangers, c'était le terme utilisé, pour justement continuer le dialogue, un dialogue que nous construisons au fur et à mesure. Este meu lugar de fala aqui na Universidade de Bordeaux, eu sou preto, negro, africano, né? Com algum certo à vontade para falar de mim como homem preto, de cabelo, barba grisalha, branca, que visto em função do clima, um cachecol preto e branco, um moletom azul, né? De uma calça que nós chamamos caqui em Angola e de um tênis. Então este meu lugar de fala enquanto cabinda, angolano, bacongo, preciso frisar isso, o bacongo, né? Que traz um conjunto de experiências que também me permitem me situar a partir das identidades que transporto, quer na pessoa que sou, quer no nome em que carrego. Por isso, às vezes, quando entro em contato, eu entrei em contato com a professora Sara, disse, não sou Joaquim, mas sou Paca Massanga, porque é este nome que me identifica e que mostra as minhas origens. Je dois d'abord identifier avant tout quel est mon lieu de parole en tant qu'homme africain, ici en Europe, portant maintenant des habits d'hiver, le cache-col, la veste, quel est en fait également me situer au maximum par rapport à tous les repères identitaires. Je suis Cabinda, je suis également, en plus d'être Cabinda, je suis angolais et je suis également Bakongo, l'ethnie en fait du nord d'Angola et qui également se trouve dans d'autres pays, en fait de l'Afrique, notamment au Congo, comme Kinshasa. En plus de ce contexte, c'est important de parler, donc on parle d'identité, de penser à cette place également que je transpose. Je parle souvent, j'utilise pas très bien mon nom, en règle générale, mon nom Joaquim. Je préfère m'affirmer en tant que Paca Massanga. Bom, sobre Cabinda, Cabinda é uma das 18 províncias de Angola, a que situa mais ao norte. Administrativamente ela está dividida em 4 comunas, cada comuna com 4 municípios, cada município com 3 comunas, fazem 12, tirando a parte do centro de cada um dos municípios. Esta província está separada da massa continental geográfica de Angola por uma extensão de 60 km², né, 60 km, pertencente à República Democrática do Congo. Bom, não vou entrar muito em detalhe, mas é fruto daquilo que ocorreu após a Conferência de Berlim, da necessidade do Estado Independente do Congo, outrora propriedade de Leopoldo II, rei da Bélgica, ter acesso ao mar. Daí que Portugal foi obrigado a ceder parte do seu território, da sua dominação, para o Estado Independente do Congo.
Então, Cabinda, que já era um protetorado de Portugal, acabou perdendo esse espaço, ficando então ela encravada dentro de dois países diferentes, que é o Estado, na altura, o Estado Independente de Congo, hoje República Democrática do Congo, e do outro lado a República do Congo. Então, de um lado uma colonização francesa, que é a República do Congo, e do outro lado também uma colonização belga. Então, Cabinda ficou encravada entre estes dois países, por isso é que é chamado de enclave de Cabinda. E a única ligação que temos com o resto do território nacional hoje é por via marítima, de barco, né, ou de avião. Acho que... Oui, donc Cabinda fait partie des 18 provinces qui composent l'Angola. Du point de vue administratif, donc il y a 4 municipalités et à l'intérieur de ces 4 municipalités, il y a 4 communes. C'est un territoire qui est séparé du reste du territoire angolais par une ligne qui fait 60 km d'extension. Et cette division, ce partage s'explique par la conférence, justement, à l'époque de la conférence de Berlin, en 1884-1885, où il y a eu en fait des échanges ont été faits. Et à ce moment-là, elle devient, en fait, Cabinda, elle est cédée en fait à Léopold II. Et c'était un protectorat en fait du Portugal, qui est dans cet échange-là est cédé en fait à Léopold II. Cette enclave de Cabinda, c'est pour ça qu'on appelle une enclave, parce qu'il y a vraiment cette séparation qui est visible, et la seule façon de transporter, c'est-à-dire de faire la liaison entre le continent, se fait par voie maritime ou par avion, ou pardon, vol. Entrando especificamente no nosso tema de hoje, ele é o resultado da minha pesquisa de campo, a quando do meu doutoramento na Universidade Federal de Santa Catarina, em Brasil. E fomos nos percebendo e nos fazendo pesquisadores, e até hoje continuamos nos fazendo pesquisadores, por isso é que eu digo, nós somos pesquisadores em construção, e isso nos permitiu refletir os nossos itinerários, né? Como às vezes nós que lidamos e tentamos escrever sobre história, temos de buscar a nossa fonte, daí pensar nesse percurso, nestes itinerários, para nos fazermos no curso da pesquisa e no decurso da pesquisa, nos fazermos também pesquisadores. Daí a nossa provocação e a nossa reflexão, olhando os arquivos, as instituições públicas de Angola e em comparação com uma pesquisa no lugar do objeto a ser pesquisado. Oui, donc cette recherche, je vais donc vous parler ici de cette recherche sur le terrain que j'ai menée en tant que chercheur, mais ici je propose la notion d'itinéraire, de prendre des itinéraires, c'est-à-dire aller aux sources, et cette notion de me perdre en fait dans les itinéraires, elle est importante parce qu'elle se fait dans l'acte même de devenir chercheur. Donc c'est quelque chose qu'on construit avec le temps. Donc c'est une petite provocation de parler de parcours. En portugais on utilise le mot percursos, comme apparaît ici d'ailleurs, non? Je passais, oui. On apparaît en fait sur le titre. Et donc je pars en fait des archives des institutions publiques angolaises pour faire en fait ces itinéraires. Bom, e a deixa que nós tomamos para refletir sobre isso
é aquela que está aí negritada a partir da fala de Kizerbo, que nos remete à reconstrução e à busca da nossa história, pensando que a história de África foi durante muito tempo, durante séculos, escrito pelos outros, né? E o africano e a África sempre foi olhado como objeto a ser pesquisado, aqueles que fazem parte do mundo exótico. Então, Kizerbo nos fala que a nossa história rica, múltipla, precisa ser recuperada, escrita e ensinada. Daí a nossa chave quando enveredamos para a nossa pesquisa de campo, buscando compreender a nossa história a partir do patrimônio cultural angolano. Et oui, donc ici j'utilise, et c'est moi-même qui le souligne, les propos de Joseph Kizerbo. Je rajoute, c'est moi qui ajoute ici, hein, donc un historien, l'un des très grands historiens africains, burkinabé, qui a participé également à la construction, à la rédaction des 8 volumes, des premiers 8 volumes de l'histoire générale de l'Afrique, un volume qui a été commandé par l'UNESCO. Donc ici, ce qui m'intéresse dans ces propos, c'est son idée de reconstruire, de récupérer en fait l'histoire. L'histoire qui a été souvent écrite par les autres, hein, c'est-à-dire qui n'a pas été écrite par les Africains eux-mêmes. Hein. L'Africain a toujours été perçu comme un objet de recherche. Hein. Il a souvent pensé à cette Afrique du point de vue d'un monde exotique. Et donc, je parle également de cette compréhension de ce qu'il faut vraiment que nous en tant qu'Africains, on se réapproprie en fait notre histoire. Et je suis partie en fait de la notion qui était importante de travailler justement sur les patrimoines culturels. Começar a pesquisa em Angola é sempre momento de muita atenção, porque ela envolve sempre elementos burocráticos a partir do aparelho do próprio Estado. E nesse caso, como o nosso, para fazer pesquisa de campo, nós tínhamos que começar a encetar diálogos a partir do próprio Ministério da Cultura. É uma logística toda necessária, escrever para o Ministério, esperar a autorização do Ministério, depois ter espécie de uma entrevista com os vários departamentos e direções, nesse caso com a Direção Nacional do Patrimônio, e a partir dessa autorização nós temos acesso a documentos oficiais, temos acesso através do credenciamento ou do credencial às instituições públicas e também poder entrar, poder questionar, vamos dizer, entre aspas. Então, não é possível em Angola fazer uma pesquisa sem que as devidas autorizações sejam dadas. Donc ce travail de recherche est assez complexe parce que il y a beaucoup d'éléments bureaucratiques, hein, beaucoup d'éléments institutionnels qui reviennent en fait à l'État angolais et qui rendent difficile en fait le dialogue. D'abord, j'ai dû écrire au ministère de la Culture. Ensuite, il fallait avoir une autorisation, et tout cela pour pouvoir mener ma recherche. Donc la direction, une fois qu'on a cette autorisation de la Direction nationale du patrimoine, on peut commencer justement à se lancer sur la recherche et avoir accès à des documents officiels. Depois da autorização, elegemos aquilo que seriam as nossas instituições à mercê da pesquisa. Então, ali nós elencamos o Arquivo Histórico Nacional, o Instituto Nacional do Patrimônio Material e também, por fim, o Museu Nacional da Escravatura. Foram nesses três lugares, nessas três instituições, que começamos a desenhar aquilo que é o nosso percurso de pesquisa. Chegando
no Arquivo Histórico Nacional. Donc une fois qu'on a cette autorisation, on commence ensuite, nous commençons à élire les endroits, c'est-à-dire les institutions qui sont intéressantes pour notre recherche. Et donc notre recherche va contempler les archives historiques nationales d'Angola, l'Institut national également du patrimoine matériel et nous avons inclus également le Musée national de l'esclavage qui se trouve à Luanda. Bom, o Arquivo Nacional, que foi criado pelo Decreto-Lei número 7/03 de 6 de junho de 2023, tem como principal objetivo coordenar a política arquivística e supervisionar o funcionamento do Sistema Nacional de Arquivos. Então, é a partir deste lugar em que nós começamos a insetar aquilo que são os nossos trabalhos práticos de pesquisa. Donc, les archives nationales, elles ont été créées par le décret, la loi numéro 7, de 703, pardon, le 6 juin 2003, donc par le Diário officiel de la République ou le bulletin officiel également. L'objectif en fait de ces archives, de la création de ces archives, c'était de coordonner la politique archivistique et également de veiller au bon fonctionnement du système national des archives. No Arquivo Nacional de Angola, nós temos dois momentos para realizar a pesquisa. O primeiro é ter um contato com a biblioteca existente, ver os acervos e os livros que lá constam e, a partir da listagem que existe, nós vamos selecionar, mas aí também precisamos abrir um parênteses, o pesquisador não tem acesso aos livros. O pesquisador tem acesso aos catálogos, que a partir dos catálogos vai identificar quais livros, quais obras ele vai poder ler e entregar a ficha nos funcionários dessa instituição, que vão à busca dos livros e depois entregam ao pesquisador, que fica numa sala, né, como a que nós aqui apresentamos na imagem, onde o pesquisador fica à vontade, tem o dia todo para ler, das 8 até 15, 16 horas. Donc, à l'intérieur des archives, nous avons un côté de salle de lecture et bibliothèque. À l'intérieur de la bibliothèque, il y a des listes. Nous n'avons pas facilement accès, nous n'avons pas eu facilement accès directement accès aux livres. Il y a une liste, ensuite un catalogue, et nous sommes obligés de demander au personnel, à quelqu'un, membre du personnel, d'aller chercher en fait ces ouvrages. Ensuite, ces ouvrages nous sont remis pour consultation et ensuite nous pouvons disposer d'un temps assez large pour rester à la bibliothèque si on veut continuer notre recherche en temps que va de 8 heures jusqu'à 15 heures. Também quero abrir aqui um parênteses que essa pesquisa foi efetuada quando o arquivo funcionava na Baixa da cidade de Luanda, né? Agora tem um edifício novo, acredito que a organização passou para a área da Camama, em Luanda, acredito que tenha mudado. Então eu estou aqui a apresentar aquilo que foi a minha experiência no momento da pesquisa. Oui, donc au moment de ma recherche, donc, les archives se situaient dans la bâche de la ville de Luanda, quartier. Et maintenant, elles se sont déplacées vers Kamama. Donc, je parle de ces archives-là et de ces locaux au moment où je faisais ma recherche. Então, do outro lado, nós temos o acesso aos códices, que é uma outra sala, que, por exemplo, eu tive que levar quase um mês, estando a ler apenas, para ter acesso a outra parte dos arquivos, que depois da diretora dos arquivos autorizar, é que eu pude subir, né, aquilo, como diria, a sala de leituras é no térreo, e os códices estão no primeiro andar. Então foi lá nos códices
devidamente acompanhado com a equipe comandada pelo professor Honoré Mbunga e seus demais assistentes, podemos elencar quais os códices que tivemos acesso. Então, com um certo material, com um certo cuidado, como a gente vê aí na imagem, né? É um material do século XVII, XVIII, um pouco já deteriorado. Oui. Oui, et donc je vous ai parlé de la salle de lecture, de la bibliothèque, mais il y a également une autre partie de la recherche qui concerne l'accès en fait au codex. Le codex, donc, ce sont les listes des livres, hein, qui sont les livres anciens, les ouvrages anciens qui sont, donc, doivent être protégés et donc ils sont gardés dans un autre emplacement. Donc j'ai dû faire ma recherche, donc faire mes premières recherches sont découlées pendant un mois. Hein. J'ai dû attendre un mois avant pouvoir accéder au codex, parce que également j'ai dû me rendre compte qu'il fallait passer par l'autorisation de la direction. Hein. Et donc c'est au niveau spatial, le codex, c'est au premier étage et la salle de lecture se trouve au rez-de-chaussée. Mais ensuite, avec l'équipe de M. Onem Beng, j'ai pu facilement faire mes recherches. Et il faut également un certain soin, hein, pour manipuler ce genre de documents, parce que ce sont des documents assez anciens, donc, qui datent du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle. O acesso aos códices trouxe para nós uma outra dificuldade, ou seja, percebemos então que muitos dos códices, além de mal conservados, foram destruídos nessa transição da independência, ou seja, na Guerra da Libertação Nacional, quando Angola ascende à independência em 1975, muitos dos nossos arquivos foram levados para Portugal e outros, pela ideologia política que vigorou, que era separação total com Portugal, que não podíamos ter nada que nos identificasse a Portugal. Então muitos desses arquivos, também por não termos técnicos na altura ou intelectuais que pudessem dizer qual é o real valor do arquivo, estes arquivos foram destruídos. Daí uma certa carência de encontrar em Angola muitos arquivos antigos. Là, en plus de cette difficulté d'accès au codex, il faut également souligner qu'ils ont été mal conservés, hein, par le temps. Donc, du point de vue en fait des autorités du pays, à l'époque déjà de la guerre de libération nationale en Angola, qui a eu lieu en 1975, le parti qui était le détenteur et qui est resté jusqu'à aujourd'hui au pouvoir, le MPLA, a eu en fait devant lui deux choix. Donc, le premier, c'était d'envoyer en fait les archives au Portugal. Donc, beaucoup d'archives ont été envoyées au Portugal. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait très souvent, ce qui est une incohérence totale, le chercheur africain, il doit parfois partir, venir en Europe pour chercher ses sources. Hein. Et oui, ça arrive souvent. C'est incohérent, mais voilà, il y a l'explication, elle est là. Donc, c'est M. Massanga, Paka Massanga en tout cas, il a fourni cette information. Et par ailleurs, lorsque ces archives-là n'ont pas été envoyées au Portugal, ils sont restés dans le pays, mais la politique en fait partisane du MPLA a décidé en fait de tout simplement brûler ces archives. Hein. Et oui, tout simplement brûler. Donc on manquait également de techniciens à cette époque et des intellectuels qui puissent prendre en charge le soin, hein, le maintien de ces archives. Bom, daí, outra phase dessa nossa pesquisa nos lugares oficiais levou-nos ao Museu Nacional da Escravatura. Também aí, o museu
recentemente reabilitado, não tivemos acesso a todos os materiais, além dos catálogos existentes e uma pequena exposição, ou seja, sentimos também no museu, nos arquivos do Museu Nacional, uma certa ausência, e aí que cada vez mais aumentava a nossa preocupação nas ausências e nos silenciamentos existentes nas instituições públicas de Angola quanto à questão do patrimônio, à questão de acervos de muitas realidades histórico-culturais. Et ensuite, nous sommes partis vers le Musée national de l'esclavage, qui se situe également à Luanda. Et là, nous sommes également confrontés à ce manque, en fait, de sources. Parce que nous avons trouvé, il y a des expositions, hein, mais des catalogues, mais nous avons ressenti quand même un certain manque, une absence. Hein. Et cela m'a posé la question, ça m'a fait réfléchir à la mise en silence qui a été faite hein, de la part des institutions publiques hein, en ce qui touche en fait le patrimoine culturel. Ao depararmos com estes silêncios, com estas ausências, e com a insuficiência de informação dos objetos que nós pretendíamos pesquisar, neste caso sobre a Ponta do Padrão e do Porto do Pinda, saímos do institucional, que é na direção, que é a capital Luanda, onde pensávamos que poderíamos encontrar muito das informações que precisávamos, e daí tivemos que criar mais uma outra logística e nos deslocarmos numa outra província, que é a província do Zaire, no município do Soio, onde estão, onde constam, onde podemos encontrar estes dois elementos, que nesse caso a Ponta do Padrão e o Porto do Mpinda. Oui, face à cette insuffisance de sources d'informations, nous avons vu que les archives ne suffisaient pas, que ce travail auprès des archives ne suffisait pas, qu'il fallait aller donc mener ce travail de recherche ailleurs. Et donc nous nous sommes déplacés, nous sommes sortis de Luanda. Bonjour. Nous sommes partis de Luanda vers en fait le nord de l'Angola, donc la ponte, deux endroits en fait emblématiques pour l'histoire angolaise. La Ponta do Padrão et le port de Pinda, qui se trouvent donc tous les deux dans la province du Zaïre, dans la municipalité de Soio, pas loin de Cabinda. E assim, mais uma vez, estando no município do Soio, nós precisávamos de mais uma autorização pelos governantes locais. E fomos até, como a imagem apresenta, na secção de Cultura, Organização, Juventude e Desportos. Ou seja, não poderíamos fazer pesquisa sem autorização de uma entidade que controla esses lugares. Mas ainda assim, esta autoridade ou esta entidade informa-nos de que não tem nada registrado ou escrito sobre os patrimônios. Mesmo não tendo, mas carecia sempre da autorização dele para fazermos essa pesquisa. E ali, na conversa, sugeriu que há uma necessidade de nós ouvirmos dos mais velhos, ou seja, dos anciões, das autoridades tradicionais. Aquilo que Milando, normalmente nós em Kikongo, né, língua de Angola, nós os Bakongo normalmente falamos Kikongo, independentemente de uma outra nuance. Então tivemos que pegar nos nossos baculo, né, nossos ancestrais, como fala João Milando, o baculocentrismo, ouvir a experiência e o conhecimento que estas pessoas septagenárias ou octogenárias têm. Quand nous arrivons en fait à cette municipalité de Soio, nous sommes confrontés également à un problème d'autorisation. Il fallait avoir l'autorisation pour faire notre recherche. Et là, auprès de la section de la culture
et l'organisation de la jeunesse et des sports. Donc, par cette entité, à travers cette entité, nous avons en fait, nous sommes rendus compte qu'il n'y avait rien également d'enregistré à propos du patrimoine. Et c'est là où aussi bien les autorités que moi, nous avons réfléchi, nous sommes posé la question qu'il fallait étendre en fait prolonger cette recherche et la compléter par la présence en fait de l'héritage des anciens, c'est-à-dire les autorités locales, les autorités des villages qu'on appelle en fait les anciens, et plus précisément un terme qui a été forgé par Milan, qui est un terme quiconque qui veut dire Bakul. Bakul, donc ce sont ces personnes-là, les sages, qui sont aujourd'hui des septagénaires et des octogénaires. Preparamos a nossa logística para termos acesso à Ponta do Padrão. Está numa ilha, né? Eu sou em um conjunto de várias ilhas, e como vejam na imagem, tivemos que alugar um barco, uma chata, não sei como é que chamam em francês, mas tivemos que nos colocar também nisso, e tivemos que efetuar uma viagem entre o rio Zaire e o Oceano Atlântico, acompanhado de uma das pessoas responsáveis, mas também que faz parte da autoridade tradicional, que vai conosco nessa viagem, tentando narrar cada momento, cada etapa que nós fomos vivenciando, né? Então, estas pessoas responsáveis, guardiães dessas memórias, nos permitiram chegar até a ilha da Ponta do Padrão, e ali a primeira coisa que fizemos é nos apresentarmos ao SOBA, ou ao regidor, mas nesse caso ao SOBA da aldeia, né? Porque lá na Ponta do Padrão tem uma aldeia. Curiosamente, na medida que eu ia me apresentando, e porque os meus pais têm origem da província do Zaire, embora eu me considere ser de Cabinda, né? Estas identidades que em mim perpassam. Okay. Então, nessas identidades que me perpassam, ao entrar em contato com o SOBA e ao me identificar, reconheceu em mim pelo meu nome, por isso é que eu levo sempre o meu nome, reconheceu pelo nome que eu era parente dele. Então, que aquela aldeia e aquele lugar onde está a Ponta do Padrão era um lugar de propriedade dos meus ancestrais, dos meus antigos, e que ele tem uma certa convivência com o meu pai. Este ancião, depois, que ao nos levar ao regedor, por curiosidade, eu chego ao regedor e o regedor me chama, como está aí, né, em verde, Nkaj. Nkaj significa tio. Donc, pour continuer en fait la logistique autour de ce périple, de ces recherches, dans la municipalité de Soio, donc il faut comprendre que Soio est composée, c'est une municipalité composée de plusieurs îles traversées par le fleuve donc Zaïre, Congo, et l'océan Atlantique. Nous avons en fait pris un bateau qui sortait en fait de l'embouchure du Zaïre jusqu'à l'océan, en passant par l'océan Atlantique, et avec nous donc dans ce voyage, il y a une autorité également traditionnelle qui a été avec nous dans ces bateaux. Et ces autorités traditionnelles, ce sont les gardiens de la mémoire. Donc en arrivant sous Ponta do Padrão, je me suis présentée au SOB, donc une autorité traditionnelle du village. Et cela a été très important parce que je me suis présentée en tant que Pagamassang. Et
cela fait tout de suite, ça a résonné chez lui parce qu'il a reconnu par ce nom Pakambasang que M. Pakambasang faisait partie en fait de cette même identité, on va dire, culturelle. Ses ancêtres, en fait, ses parents sont originaires de cette municipalité de Soyo. Donc ils ont pu retracer cet arbre généalogique et donc ce passé commun qui a permis certainement une recherche plus fructueuse. Donc, j'oublie quelque chose, c'est que le Soba, il connaissait également son père. Cela facilitait en fait les échanges. Bom, esta aproximação criou em nós uma certa empatia e afeto para a pesquisa. E aí, como eu diz, depois vou traduzir, está aqui escrito em português. Um caso, chama hoje de vanga com chimo, e aí de vata de etumpe. Ou seja, o que vieste cá fazer nesta ilha, o que te traz por estas ilhas, essa é nossa terra também. Né? Então, veja que a pesquisa levou-me a descobrir um dado que eu não sabia, que os meus ancestrais eram donos ou parte do lugar onde está erigido a Ponta do Padrão. Mas em função disso, o SOBA não faz o trabalho como tal, delegou sua equipe, que nos levam, como vejam a imagem meio fusca, para chegarmos ao local da Ponta do Padrão. Tivemos que passar pelo mato, né, pelo pequeno matagal, e como vejam aí, para que eu tivesse acesso a essa pesquisa, eu deveria ter levado aguardente, vinho e algumas próprias da tradição, que naquele momento, como veem, tem um ancestral, um ancião na imagem, que eu não podia ter acesso sem que ele fizesse as rezas e as bênçãos, ou seja, pedindo autorização aos ancestrais, aos antigos, aos Bakulo, para que me permitam ter acesso àqueles lugares, mas também para que abençoem, para que a minha pesquisa corra da melhor maneira possível. Et en arrivant ici, donc j'emprunte le témoignage du Sobe, qui me disait, donc, qui me demandait, qu'est-ce que tu es venu faire ici, Sociatil, qu'est-ce que t'amène ici? C'est la terre, c'est notre terre, c'est notre village aussi. Donc par ce chemin-là, c'est-à-dire au sein de cette recherche, nous sommes également arrivés au milieu d'une forêt. Il nous a amenés là-bas. Mais nous avons également vu, en plus de savoir qu'il y a cette histoire de généalogie commune, que mes parents étaient en fait d'une certaine façon aussi détenteurs ou propriétaires de ce village par le passé, j'ai vu qu'il fallait en fait, en plus de la recherche, me rendre et me plier à certains rituels. Donc par exemple, il a fallu en fait se soumettre aussi aux échanges, c'est quelque chose de très, très courant en Afrique, de eau de vie et également du vin. Il a fallu en fait offrir au Sobe. Et lui-même, il a dû faire des prières pour demander en fait l'autorisation des ancêtres pour pouvoir faire de la recherche. Em função dessas bênçãos e desta autorização, tivemos acesso a diversos lugares que estão localizados ali na ilha de São Jorge, ou mais conhecido por causa do padrão, que é a ilha da Ponta do Padrão. Depois de termos feito todo o trabalho, ouvir as diversas vozes, né, neste contacto entre o entrevistador e o entrevistado, que mais do que causar nosso impacto, nós percebemos que a partir da nossa presença lá, que fomos mais nós a serem observados, fomos mais nós colocados no lugar de objeto
do que eles, né? Então a interação no mundo dos ancestrais muda de posicionamento. Eu que vou lá como pesquisador, mas não só eu observo, mas também sou observado. E a partir de mim eles fazem outras releituras possíveis sobre como há uma necessidade de cada vez mais contarmos as nossas histórias para os nossos filhos. Et donc, en arrivant donc sur l'île, se rapprochant de cette croix-là, l'île de Padrão, de la ponte de Padrão, j'ai pu également écouter ces différentes voix qui se sont mêlées dans un rapport entre ceux qui témoignent et ceux qui également reçoivent en fait le témoignage. Et j'ai été observée, je me suis rendu compte que j'étais moi-même observée, alors que moi j'étais donc objet d'étude, alors que, en fait, si, en réfléchissant dans la matrice, sous la matrice disciplinaire, c'était eux qui devraient être mon objet d'étude. Donc c'était très intéressant ce changement de place, et cela a rendu possible également d'autres relectures de l'histoire qui passent justement là par l'empathie, le corps, et qui passent en fait par ces contacts, en tout cas, le contact physique. Daí nós temos percebido que nesses lugares existe uma certa disputa. Essa disputa de poder entre aquilo que pode ser ensinado, aquilo que pode ser autorizado e aquilo que veicula nos meios oficiais. Há um distanciamento entre a escrita oficial ou a escrita da história oficial de Angola e a história vivenciada, guardada nas memórias dos nossos ancestrais. E também, ao adentrarmos e entrarmos dentro desses lugares e em contato com esses objetos, como essa imagem aqui, por exemplo, já do outro lado, não na ponta do Padrão, mas próximo à missão católica do Pina. Este é um antigo porto de onde embarcaram escravizados para as Américas, né? O chamado Porto do Mpinda. Então, estes dois lugares, o que nós percebemos é que há um certo invisibilizamento, há uma certa negação e ausência dentro da história de Angola, mas também que, vejam como, por exemplo, este tabuleiro não é o Estado, embora o Estado tenha classificado esses dois lugares, mas é um tabuleiro da igreja, não tem nada aí que simboliza que está sob proteção do Estado. Se há limpeza, se há conservação desses lugares, é por causa da ação dos próprios moradores. É por causa da ação das autoridades tradicionais. E, por exemplo, neste espaço, vamos dizer, a preocupação da igreja em conservar esse espaço. Dali, por exemplo, no tabuleiro, a igreja coloca área histórico-cultural do antigo Porto do Pina, né? Então, se não for pela igreja, as pessoas passam despercebidas e não dão conta que aqui estão ou num lugar santo, um lugar sagrado. Tem aí um marco, por exemplo, talvez não tenha colocado a imagem, onde se realizou a primeira missa no Reino do Congo e onde desembarcaram os primeiros missionários. Os primeiros missionários que foram para o Reino do Congo desembarcaram aqui, né? Quando a gente lê aquela história de Cavaz, de Montecuculo e o resto, está-se a referir a este lugar. Bom, aqui... sim. Empolguei um bocado. Donc c'est important de voir ici dans ces lieux qu'il y a une dispute de pouvoir, une dispute, un conflit en fait de pouvoir, qui se fait, où nous pouvons regarder ce qui peut être enseigné, ce qui peut être transmis, et ce qui doit être resté mis sous silence.
Donc il y a une distanciation différente entre l'histoire, un abîme entre l'histoire officielle et l'histoire qui a été conservée dans la mémoire par notre ancêtre. Donc ici, ce qui est intéressant de voir sur ce panneau, vous voyez un panneau assez dégradé, c'est le panneau fait de la mission catholique d'Umpinde. Cela montre en fait combien il y a d'invisibilisation, on ne dit pas comme ça, mais invisibilité de ces endroits. Ce panneau, s'il est conservé aujourd'hui, il est conservé grâce à l'action des peuples, des riverains eux-mêmes et des autorités traditionnelles comme les Soba. Donc c'est l'action soit de l'Église, soit de la communauté autochtone. Parce qu'autrement, l'État ne se charge pas de la conservation de ces lieux. La preuve, on vous montre en fait ces panneaux dégradés. Et cela passe complètement inaperçu, alors que c'est un lieu saint, qui mériterait d'être mis en valeur. Daí que nossa preocupação é, ao olhar pelo esquecimento, muitas das vezes propositado pela ação do Estado que governa Angola, há uma necessidade de rebuscar pelas memórias aquilo que é a nossa história, que é um passado rico, mas também que é um passado que nos permite assumirmos e construirmos a nossa identidade. Não só pelos objetos, como por exemplo esse que é uma réplica do antigo bastão colocado pelos navegadores. O que temos lá hoje é uma réplica, isso eu discuto e apresento na minha tese, né? Mas é interessante, por exemplo, quando a gente olha para essa placa, né, colocada lá na ponta do padrão, e diz assim, município do Soio, aqui passam os caminhos da história. Há uma consciencialização de quem está lá, que a história de Angola não pode ser ensinada, ou não devia ser ensinada, ou não devia ser contada, senão se atribuir os méritos aos povos assolongos, ou seja, aqueles originários do Soio, né? E não simplesmente invisibilizá-los. Cet oubli de la part de l'État nous amène donc à chercher, à se lancer dans un processus de quête de la mémoire, de façon à assumer, à regarder notre passé d'une autre façon. Vous avez ici, ce qui est également un panneau marqué ici, par ici sont passés donc les chemins de l'histoire. Donc c'est une phrase également très connue lorsqu'on parcourt les manuels d'histoire. Et donc pour vous dire que donc, ici c'était vraiment le lieu où tout a commencé. Le port de Pida, j'ai oublié de dire tout à l'heure, qui était donc un endroit par où l'un des premiers en fait ports d'où sont partis en fait les esclaves. Ensuite il y a eu beaucoup d'autres sur la côte angolaise, mais c'était l'un des premiers. Qui sont partis, donc ces esclaves qui sont partis vers les Amériques. Donc cela démontre qu'il y a une quête également de peuples assolambes, c'est-à-dire ceux qui sont originaires de la municipalité de Soio, à récupérer ces passés. Cela nous interpelle, ce type de panneau. Essas ressonâncias e essas buscas pelo passado do patrimônio histórico-cultural do Soio, nomeadamente o Porto do Pina e do Manza Congo, nos permitiram criar uma base de dados através das entrevistas que constituíram o nosso acervo oral e da qual nós construímos aquele que foi o nosso produto final para a tese que apresentamos. Na medida que escrevemos a tese, este nosso percurso também nos permitiu redefinir posicionamentos enquanto pesquisador e enquanto investigador. Ou seja, esta imersão e estas aprendizagens adquiridas nos desafios constantes de fazer pesquisa em África nos impelem a compreender parte da realidade e dos contextos da África atual, onde, mais do que uma síntese, é, na verdade, uma forma de enunciar
as potencialidades historiográficas deste continente e buscando apresentá-lo como possuidora de narrativas outras para a historiografia universal. Alguma referência para dizer muito obrigado por nos escutarem. Tivevti matondo, ntondele, ngete. Donc cette base de données nous ont permis en fait de constituer en fait par la suite un fond basé sur l'oralité. L'oralité, donc l'enregistrement de tous ces par l'enregistrement de ces témoignages. Le produit final, cela représentait en fait le produit final de la thèse, où il a fallu en fait redéfinir des positions, et c'était une aventure, le fait de pouvoir se lancer dans un processus d'immersion, et cela a fait, cela a créé également, fait penser à qu'il fallait se lancer dans d'autres défis. Donc on pourrait dire que cela nous a permis de comprendre aussi une partie de la réalité, des contextes actuels, de l'Afrique actuelle, où, plus qu'une synthèse, il y a ici le besoin de énoncer d'autres potentialités historiographiques de ce continent et de chercher également à le présenter en tant que détenteur d'autres récits, des récits autres pour l'historiographie. Et je vous remercie. Professor Camaçanga, muito obrigada por esse testemunho, não é? O testemunho, na verdade, de um pesquisador, que tem imensa dificuldade de fazer seu trabalho de campo no seu próprio país. A realidade é essa. E aí o que seria interessante, há muitos elementos interessantes, mas o interessante também do que ele nos revela aqui, através do seu próprio testemunho, é ver então o que em termos de história, né, fala-se então história oficial, como é que a história oficial ela é construída, né? Como é que ela é construída e como é que ela se constrói a partir de uma seleção. E quando se seleciona, se faz uma seleção, automaticamente estamos deixando outros elementos de lado, né? E através isso em conversas que eu tive também com o professor, todo o interesse agora dessa história agora feita por pesquisadores contemporâneos, é de trazer essas múltiplas vozes, ou seja, outras visões, né, da história, ou seja, outras vozes, né, para completar esse trabalho. Não só completar, às vezes também ir contra, confrontar, mas que haja, a partir daí, uma diversidade de vozes, uma diversidade, então, de versões da história. E essa diversidade de versões de história é muito importante para recuperar, por exemplo, a identidade aqui cultural dos Cabinda. E ele vai poder explicar isso um pouco melhor. Donc ici, j'ai juste fait une contextualisation. Je vais dire en français, oui, une contextualisation en disant que ici, ce qui était important, il a soulevé beaucoup d'éléments que nous pourrons ensuite, sur lesquels nous pouvons échanger. Mais ce qui est intéressant, ça a été la notion également d'histoire officielle. Comment en fait il est difficile, combien il est difficile de faire de la recherche dans son propre pays. Et il évoque très bien à travers son parcours. Donc dans l'histoire, il y a l'histoire officielle, mais un historien comme lui, un historien d'aujourd'hui, contemporain, qui va chercher également à apporter d'autres voix, à convoquer d'autres voix pour donner justement, soit confronter l'histoire officielle, soit la compléter, soit multiplier les versions. Il se confronte en fait avec ce souci de faire de son travail de terrain en Angola. Pois é, et ceci dit, parce que c'était juste un commentaire, ceci dit, donc j'ouvre le débat ici au public. Oui. J'ouvre donc le débat au public et je pense qu'il y aura beaucoup de questions. Vous pouvez faire n'importe quel type de question, toute question est bienvenue. Oui. Donc,
Professeur Michel Cahen, je ne sais pas s'il y a des... Je ne sais pas si un micro. Ah oui, bien. Merci. Non. Allô, allô. Sim, muito obrigado. Peço desculpa de ter chegado atrasado, mas eu já tinha prevenido Soraya que não podia. Sim, eu queria fazer duas perguntas, dois reparos. Uma das suas imagens, há várias imagens que mostram a forte e histórica catolicidade da população de Cabinda, mas também há a necessidade de ir falar com os espíritos dos antepassados, como que numa zona, isso é muito clássico em África, mas numa zona que como Cabinda, sobretudo na costa, que é altamente catolicizada, como que essa síntese se faz. E sobre o que dizia Soraya, sobre o confronto entre a história oficial e a história não sei se no caso de Angola não haveria na realidade uma conjunção entre a história oficial angolana e a história colonial, na medida em que Cabinda foi definitivamente anexado a Angola em 1956, se não errar, e obviamente o governo de Angola vai repetir essa história colonial para afirmar a pertença de Cabinda a Angola. Eu ainda uma pergunta a isso, se o senhor podia reagir a esses meus reparos. Poderia pedir para fazer a tradução em francês? Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai voulu demander au cours de l'exposé, je suis arrivé en retard malheureusement, mais j'ai vu ce contraste entre les signes évidents de forte catholicité historique de Cabinda. C'est pas n'importe quel coin d'Afrique, Cabinda. Il y a une très forte implantation très ancienne du catholicisme, parce que ça a été la porte d'entrée du royaume du Congo. Mais en même temps, ça n'empêche pas le maintien des religions traditionnelles. Comme on l'a vu, pour pénétrer dans telle ou telle forêt, il fallait consulter les esprits des ancêtres. Donc je demandais au professeur comment ça se passait dans cette... C'est quelque chose de très classique en Afrique, ça, religion monothéiste, et puis on continue à croire religion traditionnelle, mais dans cette zone très très catholique, comment ça se passait. Et la deuxième remarque, c'était que dans le cas précis de Cabinda, est-ce qu'il y aurait ce contraste entre histoire officielle du pays indépendant et histoire officielle coloniale, dans la mesure où l'un et l'autre peuvent avoir intérêt à dire la même chose, c'est-à-dire l'appartenance de Cabinda à l'Angola, dans la mesure où c'est le Portugal qui a définitivement rattaché Cabinda à l'Angola en 1956 ou 51, je peux me tromper de date, je ne me rappelle plus très bien. Je crois que vous avez raison, 56. Professor Michel, muito boa tarde, prazer conhecê-lo agora pessoalmente. Já em março pudemos conversar um pouco e aprender das experiências do professor a partir da vossa intervenção e também da vossa fala, porque acompanhei depois a mesa em que o professor esteve presente. Okay, muito obrigado pelas duas questões e sugestões, ou até provocações. Eu vou começar pela segunda, porque disse assim alguém: para amarmos a pátria da manhã, precisamos amar a pátria de hoje. A história oficial hoje de Angola não tem como estar dissociada da história colonial. Aliás, basta nós olharmos pela elite que funda o próprio MPLA e que leva, entre aspas, vamos dizer assim, o país à independência e que governa até hoje, passados 49 anos, governa até hoje Angola.
que é o MPLA. Então, o MPLA foi forjada na base de uma elite. Esta elite que tem muita ligação com a metrópole colonial portuguesa. Daí que, politicamente, entre aspas, fez a ruptura de Angola, mas alguns elementos que permitiam com que o MPLA se diferenciasse da maioria da população angolana continuam, né? Esses traços de superioridade de quem é do MPLA, se repararmos até na história recente, mesmo com a paz, ela ainda prevalece. Daí que, ao não haver esta separação nítida, pese embora se assumiu um outro discurso, é só olharmos também para aquele discurso que diz que Angola é um só povo e uma só nação, que acaba... É um só partido. Obrigado, professor. Que acaba ofuscando isso. E se nós olharmos para os acordos do Alvor, no seu artigo 3º já é claro, e o Acordos de Alvor foi construída, né, com 3 protagonistas, quarto que é Portugal, a FMLA, o MPLA e a UNITA. Mas só o facto do próprio Portugal não reconhecer e não legitimar os movimentos independentistas de Cabinda, como a FLEC, já diz muita coisa. E quando repararmos o acordo do Alvor no seu artigo 3º, que é uma cópia até da Constituição, acho de 1933, que já, de Portugal, que já ia colocando, e em 51 fala-se de Angola como uma província ultramarina portuguesa. Na fala do professor de manhã falou-se muito disso, né? Tivemos aí uma fala do professor Vieira. Já falamos disso. Então, professor, nesse artigo 3º diz que Cabinda é parte integrante do território angolano. E isso respalda até hoje na Constituição de Angola. Por exemplo, que diz, os limites geográficos de Angola são aqueles herdados desde 11 de novembro de 1975. Então, acaba que afunilando isso. Então, há uma continuidade, ainda que pequena, da história colonial para a história oficial. Vê-se hoje, por exemplo, a língua oficial de Angola continua sendo português, a língua de trabalho, a língua de ensino continua a ser o português, coisas que tinha, que foram decretos de Norton de Matos, um dos antigos governadores de Angola, da província ultramarina, que colocou isso. A proibição do uso das línguas locais nas instituições públicas e nos lugares de ensino e de oração. Então, queira sim, queira não, tem esses vestígios. E assim, a primeira colocação. Sim. Oui. Donc, tout d'abord, donc, M. Pacamassang remercie, je remercie ainsi la question, la provocation même de M. Cahen. Donc il était très heureux de le connaître ici en personne, parce que dans le cadre justement de ce projet épistémologie africaine et afro-diasporique, M. Cahen a pu participer à notre journée d'études au mois de mars, et ils ne se sont pas croisés parce que M. Pacamassang n'a pas pu venir. Mais il a tout de même suivi cette journée en distanciel. Et donc il est très, très heureux de faire sa connaissance aujourd'hui. Il dit que, bon, et pour lui, en fait, pour Pacamassang, l'histoire officielle, cette histoire officielle d'aujourd'hui, elle ne peut pas être dissociée de l'histoire coloniale. C'est impossible de la dissocier. Hein. Parce que, donc, pendant 49 ans, hein, nous avons en fait l'existence d'un seul pouvoir, d'un seul parti qui est au pouvoir, hein, et qui gère le pays aujourd'hui. Hein. Donc une élite, hein, qui est celle du MPLA, dont la liaison, le rapport avec la métropole portugaise est vraiment très très proche. Vraiment très proche. Donc les traits et cela, d'après M. Pacamassang,
a créé des traits en fait de supériorité, parce que c'est une élite en fait qui s'est formée, et c'est là si on pense vraiment au président, au premier président en fait, Agostinho Neto, qui était donc marié, ça il l'a pas dit, c'est moi qui le dis, hein, marié en fait à une portugaise. Donc cela a créé, et qui a fait lui-même ses études en métropole, cela a créé en fait si vous voulez, des rapports vraiment très intimes, et donc certaines complicités entre la métropole et ces élites qui vont soutenir le pouvoir et qui vont rester au pouvoir en Angola. De plus, il dit que les accords en fait d'Alvor, ce sont les accords qui ont légitimé en fait l'indépendance d'Angola. Il y avait 3 protagonistes, donc la FNLA, le MPLA et l'UNITA. Et puis, lors de ces accords d'Alvor, on a complètement négligé le rôle, par exemple, du front de l'enclave de Cabinda, qui est la FLEC. La FLEC, elle n'a pas été contemplée dans ces accords d'Alvor. Et l'article 3, et cet article 3 en fait des accords d'Alvor, ne font que souligner toutes les clauses qui existaient déjà dans d'autres articles, dans la Constitution en fait, qui étaient créées à l'égard des colonies. En 1951, par exemple, la province des colonies portugaises devient province d'outre-mer. Hein. Et Cabinda, à ce moment-là, elle va être complètement intégrée à ce territoire, au territoire angolais, hein, à travers déjà cette construction qui dit que à partir le 11 novembre 1975, hein, qui est donc la date de l'indépendance, hein, on va associer en fait le territoire de Cabinda au territoire, on va juste justifier, légitimer encore cette incorporation, excusez-moi, de l'enclave de Cabinda au territoire angolais. Ne faisant que justifier et rappeler de nouveau les mêmes clauses qui ont été utilisées par la métropole portugaise en ce qui concerne en fait la Constitution. Et en plus de cela, la langue portugaise aussi a été primée, donc a été privilégiée et au détriment justement d'autres langues locales, des langues natives. Donc c'est un choix qui a été fait par les élites, mais qui ne concerne pas que l'Angola. D'ailleurs, la semaine dernière, lors du séminaire décolonial universel, nous avons justement pu débattre sur des questions, l'importance des langues natives et justement l'effacement de ces langues natives. E a primeira questão, que também está muito associada até com a segunda, professor, o que vamos encontrar, este forte catolicismo ontem imposta pela colonização e pelos processos colonizadores, né, de forma a extrair do africano a sua condição animalesca e selvática para lhe trazer a civilização, era essa a teoria colonizadora, e também porque se sabe que é na espiritualidade que reside a força do homem. Então havia uma certa política de esvaziamento da espiritualidade negro-africana. Daí que esta religião ontem imposta hoje passou a fazer parte da vida dos africanos, principalmente, né, dessa região toda colonizada, e também fazer parte dos angolanos, particularmente. Queria fazer aqui um reparo que, embora a história seja a mesma, essa pesquisa foi realizada no município do Soio, né? Embora eu venha de Cabinda, falo mais sobre Cabinda, mas nesse aspecto particular, e as imagens que apresentamos têm a ver com o município do Soio, na província do Zaire. Bom, o que existe é o que nós chamamos de sincretismo religioso. Por mais que uma pessoa se diga devota ao cristianismo, quando tiver problemas sérios na sua família, recorre à ancestralidade.
Então, há esse sincretismo religioso, por exemplo, que no Brasil foi bem aproveitado e deu aso a determinadas religiões, como, por exemplo, a Umbanda. Né? Mas esse sincretismo religioso fez nascer outras místicas, por exemplo, falar da Kimpavita. Né? Existe isso. Então, e esses marcos catolicistas, ou do catolicismo presente, foram imposições colocadas, por exemplo, temos a cruz, temos o lugar da primeira missa, são simbolismos de representação do poder colonial português e também da presença do catolicismo nesta localidade. Mas, em contrapartida, vemos que são lugares cristãos, mas que para ter acesso a elas, tivemos que recorrer a bênçãos da autoridade tradicional, que é a bênção ancestral. Então há esse sincretismo. É difícil dissociar, né? Mesmo na vida cotidiana, no dia a dia, por mais que alguém diga que é cristão, é religioso, mas quando tiver problemas muito sérios da vida, no seio da família, às vezes no trabalho, vai recorrer aos ancestrais para lhe dar resposta, se não no mundo físico, ao menos no mundo espiritual. La forte présence de ce catholicisme, d'une certaine façon, a extrait des Africains de cette... ils ont voulu extraire, par cette force du catholicisme, la condition sauvage, c'est-à-dire une condition qui était perçue par le catholicisme comme sauvage, animalesque. Les spiritualités, mais les spiritualités résident, c'est dans la spiritualité qui réside la force de l'homme, nous dit donc M. Pacamassang. La religion, elle a été imposée, elle fait partie de la vie des Africains. Mais il a dit que donc, il nous rappelle que cette recherche a été faite donc, dans la municipalité de Soio, province du Zaïre, donc pour bien montrer que ce n'était pas donc à Capinda, mais dans le territoire, dans le quadrilatère angolais, et que en revenant également une fois de plus à la spiritualité, il y a une sorte de syncrétisme qui se réalise et qui se vérifie. Parce que la personne, elle peut être très dévouée au catholicisme, mais lorsqu'il y a un problème vraiment sérieux, il y a vraiment des difficultés dans sa vie, elle va se tourner vers les croyances. Les croyances, donc, c'est qui relèvent en fait de ce rapport aux ancêtres. La même chose se produit au Brésil avec l'Umbanda, par exemple. Et par rapport par exemple, la croix que vous avez vue, que j'ai montrée à plusieurs fois, à plusieurs reprises, cette croix de Padrão, donc, qui était un jalon important pour tout le matériel aussi de l'expansion maritime portugaise, parce qu'à chaque fois que les Portugais avançaient, donc on fixait une croix. Une croix là que maintenant, cette époque-là était une croix déjà en pierre. Donc elle marque symboliquement la possession de ces terres-là par les Portugais. Et c'est également du point de vue symbolique là où on va faire réaliser la première messe. C'est donc une représentation du pouvoir colonial portugais. Mais même dans ces lieux-là, on voit que derrière, même dans ces lieux-là où il y a vraiment une présence très très forte de l'Église catholique, la bénédiction, lorsqu'on va chercher une bénédiction, on va syncrétiser, je peux dire comme ça, on va se tourner aussi vers les ancêtres lorsqu'il y a vraiment une demande qui relève d'une difficulté. Acho que respondemos a pergunta. D'autres questions? Eu tenho uma pergunta. Sim, Neftali. Neftali, então, que é... Farei a pergunta em português. Nossa, e que é angolana, é a nossa aluna. Sou congolesa. Desculpa, congolesa. Mas tem uma história muito próxima. Né? Tem as duas culturas praticamente Sim. em mim. Sim. A pergunta que eu queria fazer é uma pergunta muito polêmica entre os dois países, que seja Angola ou o Congo Democrático, que é o Cabinda. Cabinda é uma província polêmica por causa das
desta entrada que houve realmente dos portugueses e também dos belgas. A questão era o seguinte: qual é a cultura predominante? Qual é a cultura predominante e, principalmente, qual é a história predominante em Cabinda? Tendo em conta que teve sempre essa assimilação, assim, se eu for dizer dessa forma, que é não só do povo, da população angolana, do cabindês naturalmente, e do congolês que também reside, que vai também legitimizar esse aspecto que eu sou de Cabinda, ou que a Cabinda também faz parte do meu país. Tem sempre essa polêmica. E a segunda pergunta era a questão de pesquisa. Hoje em dia, não sou em Cabinda, mas eu vou referir-me especificamente de Cabinda, porque o senhor Pacassa disse que, disse que houve dificuldades em fazer essa pesquisa. Será que hoje há essa possibilidade, porque foi outrora, foi a vossa experiência, será que hoje em dia há a possibilidade de fazer pesquisas propriamente em Cabinda, concernente a história de Angola especificamente, ou simplesmente não há recursos até hoje para poder fazer essa pesquisa ou as pesquisas que são feitas consoante o patrimônio e a história cultural? Obrigada. Obrigada a nós. Donc, résumons un petit peu la... Vous voulez faire la traduction? Non? Je vais être synthétique, d'accord? Donc ici, Neftali pose la question de savoir d'abord étant donné que Cabinda est une province polémique, quelle serait donc la place, quelle serait la culture prédominante dans ces territoires? Parce que également elle évoque des problèmes liés à l'assimilation, et je pense que M. Pakamasang a quelque chose d'intéressant à raconter à ce sujet. Donc elle évoque ces problèmes identitaires qui se produisent dans ces territoires. Et la deuxième question en rapport aussi avec sa recherche. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment la possibilité de faire de la recherche à Cabinda où cette province manque encore de ressources? Neftali, prazer e muito obrigado pelas colocações. Veja, muito recentemente, a coisa de 2 ou 3 meses, recebemos em Cabinda, também por intermédio da professora Soraya, um pesquisador francês. Ele é francês e que se interessou em fazer pesquisa em Cabinda. Lá ele foi bem acolhido. Se ele estivesse cá, embora ele viva em Paris, talvez ele podia dar um outro testemunho. Mas quero aqui abrir um parênteses para fazer perceber melhor isso. A questão burocrática continua a mesma, mas, por exemplo, se sair um francês que está em França, daqui, com todas as credenciais, e ir para Angola, não vou falar sobre Cabinda, mas ir para Angola para fazer pesquisa, ele vai ter mais acesso a documentos, a arquivos, do que um angolano. Então, o problema é esse que se coloca. A própria secundarização da capacidade do angolano de escrever a sua própria história. Não por falta de vontade, por falta de meios, mas politicamente se acha sempre que não convém. Não, os nossos estados africanos descredibilizam os seus próprios investigadores e pesquisadores e dão mais créditos aos estrangeiros. Esse é o maior problema. Eu vou contar uma experiência que eu tive lá no arquivo. Enquanto eu fiz quase um mês à espera de autorização, chegou uma amiga brasileira, eles nem sabiam que era minha amiga, na mesma semana teve acesso aos arquivos. E para o seu espanto, ela me encontrou na recepção. Ela apresentou-se e no dia seguinte teve acesso aos arquivos. Quando ela perguntou, mas Paca, o que tu está fazendo aí? Eu disse, não, eu ainda estou à espera da autorização para realizar a pesquisa.
Então, veja, é a forma como o tratamento nos é dado por causa da burocracia que existe no nosso próprio país, pelo nosso próprio Estado. Então, não é muito por causa de nós, os pesquisadores, mas o acesso é dificultado. Porque para nós não termos consciência e não conhecermos a fundo muitas das nossas realidades histórico-culturais. Não posso falar. Donc, M. Pacamassang évoque ici le problème d'ordre bureaucratique qui existe. Par exemple, il a donné en fait l'exemple d'un chercheur français qui est parti qui a été bien accueilli là-bas dans le cadre d'une médiation que j'avais fait. Et d'ailleurs, je pense que cette médiation a été faite aussi par le professeur Michel Cahen, ensuite par moi. Ensuite, il est arrivé sur le terrain, le chercheur en question. Et donc, il a évoqué le fait que ces personnes-là, elles ont plus facilement accès aux sources, plus facilement accès aux archives que les Angolais eux-mêmes. Hein. Et donc, cela évoque le problème de ce qu'il appelle le fait de laisser en fait les Angolais une place secondaire hein, dans ce qui concerne la recherche et le fait de ne pas pouvoir vraiment écrire son histoire, ne pas pouvoir connaître en profondeur l'histoire, hein, l'histoire angolaise. Ça les discrédite. Hein. Ça veut dire qu'on discrédite son propre chercheur. Hein. Il a donné là en fait un exemple, pas anecdotique, mais un exemple d'une brésilienne, une amie brésilienne, qui se trouvait également aux archives à ce moment-là, au moment de son travail aux archives, et qui a eu facilement, en fait des ressources plus facilement que lui, et a eu en fait l'autorisation avant lui. Voilà, ce qui montre une fois de plus que même les étrangers passent d'abord. Ce qui pourrait être... O que explicaria isso, então? O fato das autoridades locais não deixarem, então, o pesquisador angolano ir mais a fundo na pesquisa? Seria questão de reivindicações? Professora, eu olho muito por uma questão até de mentalidade, de mentalidade própria... Do tipo de elite que assumiu e detém o poder em Angola. Porque na questão e nas políticas usadas de construção da nação angolana, por exemplo, e eu não vejo só isso em Angola, porque convivo com moçambicanos que fazem pesquisa, com congoleses democráticos, então esse problema é conjuntural em África. Mas há um certo receio e um certo medo dos poderes em África permitirem com que os intelectuais tenham acesso àquilo que é a verdade histórica, entre aspas, primeiro. Segundo, dificilmente nós vemos o poder em África dialogar com os intelectuais na busca de soluções dos seus próprios problemas. Então são N fatores que estão aí envolvidos. Mas acima de tudo vou dar um exemplo que não tem muito a ver, mas que é a questão da medicina, professor. Os nossos governantes dizem que não estamos a construir hospitais de referência, temos grandes hospitais, mas quando um governante fica doente, foge. Vem para a Europa se cuidar ou se tratar. Então, há aqui um problema. Você diz que está a construir hospitais de referência, diz que as populações têm acesso aos melhores tratamentos nos nossos hospitais, mas quando você fica doente, vai para a Europa. Então, há aqui um problema. Se olharmos 70% ou 90% dos governantes angolanos, onde é que depositam as suas fortunas? Na Europa. Onde é que passam férias? Na Europa. Então, essa elite que acha que a África é só para governar e enriquecer, mas da boa vida e do melhor tem que encontrar aqui na Europa. Então, é mais ou menos essa questão. E daí uma subserviência ao poder colonial. Mais ou menos. Moi, je lui ai demandé en fait pourquoi de cette situation. Il répond en fait que la politique, cela s'explique en fait dans la construction, au moment de la construction de l'idée de nation. Hein.
et que les élites ont eu peur vraiment de travailler ensemble avec les intellectuels. Il y a en fait une scission entre les intellectuels et les élites. Et cela conditionne en fait la vérité historique, hein, qui a le pouvoir, n'est-ce pas, qui a donc le pouvoir de manipuler cette vérité historique. Elle est questionnable. Donc les pouvoirs d'un côté, les intellectuels de l'autre. Il donne en fait un exemple très clair et concret que le gouvernement met l'accent sur la construction des hôpitaux. Ils parlent en bien, ils disent que ces hôpitaux proposent un service d'excellence, mais lorsqu'ils sont malades, ils viennent se soigner ici, en Europe, et non pas là-bas. La même chose à propos en fait de l'argent, c'est-à-dire qu'on va essayer de déplacer, faire des virements plutôt, avoir des comptes plutôt dans les banques ailleurs, c'est-à-dire en Europe plutôt qu'Angola. Okay. E a primeira questão colocada pela Neftali é muito discutível. Veja, não é que Cabinda seja Congo Democrático, não é que Cabinda seja Congo Brazzaville. Nós precisamos entender o contexto, por exemplo, pré-colonial. Aliás, de novo, mais esse termo pré-colonial que nem se devia usar. Mas a África, no momento dos seus impérios e reinos. Cabinda, Zaire, parte do Boma, Matadi e região do Baixo, ali na região do Congo, até o rio Cuilu, Ponta Negra, faziam parte todos do mesmo reino, que é o reino do Congo. E se, aliás, se repararmos na sua maior extensão, no apogeu do reino do Congo, ia na margem norte do rio Kwanza até o rio Ogooué, em Gabão. Então, tudo isso fazia parte do mesmo povo. Daí essa questão, muitas das vezes, de se reivindicar. Eu não sou muito apologista de qual elemento ou não identifica melhor um povo, porque mesmo em Cabinda existe uma pluralidade de manifestações culturais. E se você se adentrar naquilo que são os elementos mais ou menos identitários do povo de Cabinda, vai encontrar semelhanças que na RDC, na região, para os Woyo ou os Bawoyo, na região de Banana, Boma, Matadi, para os Balinde, Baville, vai encontrar semelhanças, estão mais ali para o Congo, Brazzaville, vai encontrar semelhanças em Ponta Negra. A língua que falam, a alimentação, é tudo o mesmo povo. Se for na região do Mayombe, no Alto Sundi, atravessas a fronteira, vai ver que todo mundo fala o que Sundi, que Yombe. Então, é tudo o mesmo povo. Tudo é consequência do quê? Consequência da Conferência de Berlim, que nos dividiu assim, né? Então, esse aqui é um assunto que se poderia discutir em múltiplos fóruns, que não se esgotaria aqui, né, Neftali? Mas, por exemplo, eu tenho esse livro que eu publiquei, eu faço essa pesquisa sobre as identidades de Cabinda, mas focando apenas para os Baoi na região do Iabe. Percebe? Então, meu foco não era fazer de toda a província de Cabinda, porque seriam múltiplas realidades que eu estudaria, mas eu peguei e foquei na questão do Iabe apenas, para ver os Baoi da região do Iabe, que fazem aí fronteira com o Iema, né? Ou que estão ali no Iema fazendo fronteira com a República Democrática do Congo. E tenho orientado trabalhos, por exemplo, de finais de curso, em que casais ou casamentos no Iabe só podem ser realizados depois de irem à RDC buscar autorização. Né? Existem tipo famílias que o poder está do outro lado do Congo, mas uns são congoleses democráticos e outros são angolanos. Né? Então estamos a tentar ver a questão do casamento nas regiões transfronteiriças, só para ter mais ou menos uma ideia disso. Professor, muito obrigada. Nós temos pouquíssimo tempo, vou tentar resumir isso realmente de maneira muito sintética. O que acabou de dizer. Donc il évoque ici la question de l'Afrique précoloniale. Il faut comprendre en fait, parce qu'il répond une fois de plus à la question de la diversité culturelle qui a été posée par Neftali. Il évoque en fait que dans des
dans des localités comme Pointe-Noire, Cabinda, Zaïre. Tout cela, ça faisait partie en fait d'un seul royaume, seul et unique royaume qui est le royaume du Congo, qui allait en fait de Kwanza jusqu'à Oroué, le fleuve Oroué, au Gabon. Et puis, cela montre que ce royaume important, il laisse en fait des vestiges encore culturels aujourd'hui, puisqu'il s'agit en fait d'un même peuple qui a été divisé lors de la conférence de Berlin, donc, qui a fixé en fait des frontières superficielles et surtout artificielles. Et il a donné en fait exemple, il évoque la publication de son livre sur une région précise ici qui est le Iabi, qui fait la frontière avec la RDC. Et puis il donne l'exemple par exemple des mariages en disant que parfois donc une personne qui habite qui est originaire du Yab pour se marier doit demander l'autorisation de l'autre côté à la RDC, c'est-à-dire dans un autre pays qui est la RDC aujourd'hui pour pouvoir avoir accès donc aux documents. Donc ce qui évoque que le fait que culturellement il y a un peuple qui doit être perçu au-delà justement de ces frontières qui ont été construites politiquement. Voilà, donc je vous remercie de cette qualité d'échange, pour votre attention également, et d'avoir accueilli chaleureusement notre conférencier qui est venu vraiment en mission. Il est venu en mission parce qu'il part déjà, est arrivé hier, il repart déjà samedi matin. Donc de très loin, il est venu vraiment de très loin. Mais une mission qui a été très réussie parce que l'idée ici c'est qu'on arrive à resserrer nos liens institutionnels, humains, n'est-ce pas, intellectuels. Ce n'est que donc que le début j'espère, une aventure, une longue aventure. Obrigada, professor. Obrigada.